Preuve de vie. La question que la présidence camerounaise refuse d'entendre. Introduction. Une question, en apparence simple, agite depuis plusieurs jours les réseaux sociaux camerounais et la diaspora. Une question que peu de régimes africains ont su, par le passé, gérer avec transparence. Paul Biya est-il, aujourd'hui, en mesure de diriger le pays? Une interrogation légitime, portée publiquement par une voix reconnue, et qui pourrait bien mettre la présidence camerounaise face à ses propres silences. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons les faits, tels qu'ils sont établis. Paul Biya, âgé de 93 ans, séjourne actuellement en Suisse. Ce séjour prolongé, confirmé par les autorités camerounaises elles-mêmes, dure depuis plus de 2 mois à ce jour. Durant cette période, aucune apparition publique récente, aucune image ou vidéo actualisée du chef de l'État n'a été diffusée par les canaux officiels. C'est dans ce contexte qu'un avocat inscrit au barreau de Paris, Beaumont Timban, a publié sur Facebook une prise de position appelant à ce que des preuves de vie du président soient rendues publiques. Cette publication a rapidement circulé, relayée massivement par une partie de l'opinion camerounaise et de la diaspora. Selon la publication de Ntimban, la démarche ne consiste ni à annoncer, ni à souhaiter quoi que ce soit concernant l'état de santé du président. L'auteur le précise lui-même explicitement. Il s'agirait, selon ses propres mots, d'une demande de transparence, que la présidence dissipe le flou entourant la situation exacte du chef de l'État. Ce n'est pas la première fois, sur le continent africain, qu'une telle situation se présente. En 2009, le président gabonais Omar Bongo était hospitalisé, puis décédé en Espagne, un fait confirmé a posteriori. Pourtant, dans les jours précédant l'annonce officielle, le porte-parole de la présidence gabonaise avait publiquement démenti les informations relayées par la presse française, avant que les faits ne viennent contredire ce démenti. Ce précédent, aujourd'hui largement documenté, est directement évoqué par Ntimban dans son argumentaire. Un rappel historique qui, à lui seul, ne prouve rien sur la situation camerounaise actuelle, mais qui nourrit, chez certains observateurs, une vigilance renforcée face au silence institutionnel. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, les partisans de cette demande de transparence estiment qu'il s'agit d'une exigence républicaine élémentaire. Selon eux, un chef d'État, quel que soit son âge ou son état de santé, doit à son peuple une communication claire sur sa capacité à exercer ses fonctions. D'autant plus dans un pays où aucun vice-président n'a, à ce jour, été formellement désigné pour assurer une éventuelle transition. De l'autre côté, certains estiment que cette focalisation sur la santé du président relève d'une intrusion excessive dans la sphère privée d'un homme d'État, ou d'une instrumentalisation politique de son absence, à des fins qui dépasseraient la simple exigence de transparence. La présidence camerounaise, de son côté, n'a pas répondu publiquement, à ce jour, à cette demande précise de preuve de vie. Ce silence, qu'il soit stratégique, protocolaire ou simplement administratif, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Et pourtant, un détail mérite d'être souligné. La comparaison avec le cas gabonais de 2009 n'est pas neutre. Elle rappelle que le déni officiel, dans l'histoire politique africaine récente, n'a pas toujours été synonyme de vérité. Ce précédent suffit-il à justifier l'inquiétude actuelle autour de Paul Biya? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Mais rien ne permet non plus de l'écarter d'un revers de main. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Allons maintenant un peu plus loin dans l'analyse. Pourquoi une simple demande de preuve de vie provoque-t-elle autant de réactions dans l'opinion camerounaise? Parce qu'au fond, cette demande touche à une inquiétude beaucoup plus large. Le manque de visibilité autour de la santé et des activités du chef de l'État. Soyons très clairs, demander une preuve de vie ne constitue évidemment pas une preuve de décès, de maladie ou d'incapacité. Ce serait une conclusion beaucoup trop rapide. À ce stade, il faut distinguer les faits vérifiables, les interrogations et les rumeurs. Mais voilà le problème. Lorsque la communication officielle reste limitée sur un sujet aussi sensible, chaque absence prolongée peut devenir un terrain fertile pour les spéculations. Et au Cameroun, nous connaissons la suite. Quand le communiqué officiel tarde, WhatsApp commence son conseil des ministres. Un audio circule. Une capture d'écran apparaît. Quelqu'un affirme avoir une source très proche. Un autre prétend connaître quelqu'un qui aurait vu quelqu'un qui aurait entendu quelque chose. Et quelques heures plus tard, tout le monde devient expert de la situation présidentielle. C'est avec humour qu'on peut le dire, mais le phénomène est sérieux. Le vide informationnel ne reste jamais vide. Lorsqu'une institution ne donne pas suffisamment d'éléments, d'autres récits viennent occuper l'espace. C'est justement ce qui rend la démarche de Ntimban particulièrement intéressante à analyser. Si sa demande est formulée comme une demande de clarification et non comme une accusation, elle pose une question simple. Peut-on confirmer officiellement que le chef de l'État va bien? La nuance est importante. Dire « il s'est passé quelque chose »
serait une affirmation qui nécessiterait des preuves. Demander « Pouvez-vous confirmer la situation ?» relève davantage de l'interrogation. Et cette distinction est essentielle dans une période où les réseaux sociaux peuvent transformer une simple rumeur en véritable tempête médiatique. Mais il faut également éviter un autre piège, confondre silence et confirmation. Le silence de la présidence ne signifie pas automatiquement que les rumeurs sont vraies. De la même manière, une rumeur très largement partagée ne devient pas une information officielle simplement parce qu'elle est devenue virale. Au Cameroun, parfois, un message WhatsApp transféré 50 fois commence à être traité comme un décret présidentiel. Pourtant, la réalité est beaucoup plus simple. Une information doit être vérifiée. Et c'est là que se trouve l'un des grands défis de la communication politique actuelle. Les autorités peuvent choisir de ne pas répondre à toutes les rumeurs. C'est compréhensible. Mais lorsqu'une interrogation devient suffisamment importante pour gagner une grande partie de l'opinion, une communication claire peut contribuer à éviter que le doute ne s'installe durablement. Car plus le silence dure, plus les interprétations se multiplient. Et derrière cette affaire se trouve également une autre question, beaucoup plus sensible, celle de la continuité du pouvoir. Que se passe-t-il lorsqu'un chef d'État est absent de la scène publique pendant une période prolongée? Qui informe la population? Comment les institutions rassurent-elles les citoyens? Et surtout, comment éviter que l'absence d'une personne soit immédiatement interprétée comme une absence de l'État lui-même? C'est ici que le débat dépasse largement la personne de Paul Biya. Un État fonctionne normalement même lorsque son président voyage, se repose ou n'apparaît pas publiquement. La véritable solidité d'une république se mesure justement à la capacité de ses institutions à continuer de fonctionner indépendamment de la visibilité permanente du chef de l'État. Mais au Cameroun, la figure présidentielle occupe une place tellement centrale dans la vie politique que l'absence du président peut parfois devenir plus visible que sa présence. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles chaque longue période de silence peut rapidement provoquer des interrogations. Il faut également rappeler que certains acteurs peuvent avoir intérêt à exploiter ces périodes d'incertitude. Les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de diffuser très rapidement des informations fausses, des images anciennes ou des interprétations présentées comme des certitudes. Voilà pourquoi il faut garder la tête froide. Une rumeur n'est pas une preuve. Une absence n'est pas une disparition. Un silence n'est pas une confirmation. Mais inversement, une demande de clarification ne doit pas nécessairement être présentée comme une attaque. Elle peut aussi être considérée comme le reflet d'une interrogation présente dans une partie de l'opinion. Alors, la présidence répondra-t-elle? Communiquera-t-elle davantage dans les prochains jours? Ou choisira-t-elle simplement de laisser cette polémique s'éteindre d'elle-même? Pour l'instant, impossible de le savoir avec certitude. Mais une chose est déjà évidente. Cette affaire révèle un problème de confiance et de communication qui dépasse largement la simple question d'une preuve de vie. Parce qu'au fond, beaucoup de Camerounais ne demandent peut-être pas seulement à voir une image du président. Ils veulent surtout savoir que l'État fonctionne, que les institutions sont en place et que la continuité du pouvoir ne dépend pas d'une photo publiée sur les réseaux sociaux. Et ça, mes chers amis, c'est probablement le véritable sujet derrière toute cette agitation. Car au Cameroun, lorsqu'une institution garde le silence, ce ne sont pas seulement les journalistes qui commencent à poser des questions. Même les groupes WhatsApp commencent à tenir leurs propres conférences de presse. Et c'est justement cette culture du silence, des non-dits et des interprétations que nous allons maintenant examiner dans la partie 4. Analyse satirique des pratiques. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a quelque chose d'assez particulier dans la communication politique chez nous. Quand un chef d'État devient silencieux, le silence lui-même finit par devenir une information. Et au Cameroun, nous sommes presque devenus experts dans cette discipline. Acte 1. Le silence institutionnel. On ne dit rien. On attend. On observe. Acte 2. Les premières interrogations apparaissent. Mais le président est où? Pourquoi on ne le voit plus? Quelqu'un a des nouvelles. Acte 3. Les réseaux sociaux entrent en scène. Et là, mes chers amis, ça devient le championnat national de la source proche du dossier. Quelqu'un affirme connaître quelqu'un qui travaille dans une institution. Un autre dit avoir reçu un audio. Un troisième publie une photo qui date peut-être de plusieurs mois. Un quatrième arrive avec une information exclusive, qu'il aurait lui-même reçue d'un ami dont on ne connaît évidemment jamais le nom. Et pendant ce temps, le citoyen ordinaire regarde tout ça et se demande. Finalement, qui dit vrai ici? C'est précisément dans ce genre de situation que la communication officielle devient importante. Parce que lorsqu'une institution communique, elle ne fait pas nécessairement disparaître les interrogations. Elle peut simplement laisser un espace que d'autres vont rapidement remplir. Et cet espace, au Cameroun, ne reste jamais vide. WhatsApp déteste le vide.
Un audio de 30 secondes peut devenir une crise nationale. Une capture d'écran sans source peut être présentée comme une information confidentielle. Et parfois, quelqu'un commence son message par « Je vous demande de ne pas partager ». Et 3 minutes plus tard, le même message est déjà dans 15 groupes. C'est presque notre système d'alerte national. Mais derrière cette satire, il y a un véritable problème, la confiance dans l'information. Le silence peut-il réellement rassurer? C'est toute la question. Lorsqu'une rumeur circule, les autorités peuvent décider de ne pas lui donner de crédit en refusant de répondre. C'est une stratégie possible. Mais elle comporte un risque. Plus le silence se prolonge, plus certains peuvent interpréter ce silence comme quelque chose de mystérieux. Et c'est là que le paradoxe apparaît. On peut vouloir éviter d'alimenter une rumeur. Mais en ne disant rien, on peut parfois contribuer involontairement à son expansion. Imaginez quelqu'un qui demande « Est-ce que tout va bien ?» et qu'on lui réponde par 3 jours de silence. Évidemment, il va commencer à réfléchir. Puis son voisin va réfléchir. Puis le quartier va réfléchir. Et avant même que la présidence ait eu le temps de réfléchir à son communiqué, Facebook a déjà organisé un débat contradictoire. Mais il faut immédiatement apporter une précision essentielle. Le silence ne constitue pas une preuve. Il ne permet pas d'affirmer qu'un problème existe. De la même manière, une avalanche de publications sur les réseaux sociaux ne transforme pas une rumeur en vérité. C'est là que le public doit faire preuve de prudence. Une simple image pourrait-elle suffire? C'est justement l'un des éléments les plus ironiques de cette affaire. Dans notre époque numérique, une simple image peut faire le tour du monde en quelques minutes. Une photo récente. Une courte vidéo. Quelques mots. Et voilà que beaucoup d'interrogations peuvent disparaître. Mais évidemment, la question de la communication présidentielle ne se résume pas à publier une photo sur Internet. Il y a le protocole, la sécurité, la vie privée et les considérations institutionnelles. Il ne faut donc pas présenter les choses comme si une publication sur Facebook était juridiquement obligatoire. Ce n'est pas le sujet. Le véritable sujet est plutôt celui-ci. Lorsqu'une inquiétude publique devient importante, quelle est la meilleure manière pour une institution de rétablir la confiance? Après Biya, ce que prévoit vraiment la constitution camerounaise. Une question traverse depuis des années les conversations camerounaises, dans les salons, les taxis, les réseaux sociaux. Une question que peu osent poser à voix haute, mais que tout le monde se pose en silence. Que se passera-t-il, institutionnellement, le jour où Paul Biya ne sera plus à la tête de l'État? La réponse existe, noir sur blanc, dans la Constitution. Mais entre le texte et la réalité politique, l'écart pourrait bien réserver des surprises. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Commençons par ce que dit, très précisément, le droit camerounais. Paul Biya dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982, ce qui fait de lui l'un des chefs d'État les plus durablement au pouvoir sur le continent africain. Ce fait n'est contesté par personne. La constitution camerounaise, dans sa version révisée, prévoit un mécanisme précis en cas de vacance du pouvoir. Selon l'article 6 de la loi fondamentale, en cas de vacance de la présidence de la République, pour décès, démission ou empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, pour une durée maximale de 120 jours, le temps d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Mais ce n'est pas tout. En avril 2026, une révision constitutionnelle a créé un poste de vice-président de la République, un poste resté à ce jour vacant, aucune nomination n'ayant été officiellement annoncée. Cette création a immédiatement relancé les spéculations sur une possible réorganisation de la ligne de succession, sans qu'aucune clarification officielle ne soit venue trancher la question du rôle exact que jouerait ce vice-président en cas de vacance du pouvoir. Autour de la présidence, plusieurs institutions et personnalités occupent des postes clés dans l'appareil d'État. Le secrétariat général de la présidence de la République, le gouvernement, l'état-major des armées, ainsi que le Sénat, dont le président serait, en l'état actuel du texte constitutionnel, l'homme appelé à assurer la transition. Le président Paul Biya séjourne actuellement en Suisse, un fait confirmé par les autorités camerounaises elles-mêmes, dans un contexte où ses apparitions publiques se sont faites plus rares ces dernières semaines. Voilà pour le cadre légal. Mais entre la théorie constitutionnelle et la pratique politique camerounaise, un monde d'incertitude demeure. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, les défenseurs de la stabilité institutionnelle rappellent que le Cameroun dispose d'un cadre constitutionnel clair, testé et non contesté juridiquement, qui garantirait, en théorie, une transition ordonnée en cas de vacance du pouvoir. De l'autre, de nombreux observateurs de la vie politique camerounaise estiment que la réalité du pouvoir ne se limite jamais strictement au texte constitutionnel. Selon plusieurs analystes, l'issue d'une éventuelle transition dépendrait autant des rapports de force au sein de l'appareil d'État, entre l'armée,
l'administration présidentielle et le parti au pouvoir, que du texte constitutionnel lui-même. Certains experts avancent que la création récente du poste de vice-président pourrait, si elle venait à être suivie d'une nomination, redistribuer les cartes de façon significative. D'autres, au contraire, estiment que ce poste resterait largement symbolique tant qu'aucune personnalité n'y serait officiellement désignée. Et pourtant, un détail mérite d'être souligné. Dans plusieurs pays africains ayant connu des successions politiques complexes, l'écart entre le texte constitutionnel et la pratique réelle du pouvoir s'est parfois révélé considérable. Le Cameroun échappera-t-il à ce scénario? La question reste, à ce jour, entièrement ouverte. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Allons maintenant un peu plus loin dans l'analyse. Pourquoi la question de la succession suscite-t-elle autant d'anxiété dans l'opinion publique camerounaise? Parce que le Cameroun n'a, depuis son indépendance, connu qu'une seule véritable transition présidentielle. Celle de 1982, lorsque Paul Biya a succédé à Amadou Ahidjo. Depuis, plus aucune transition n'a eu lieu au sommet de l'État. Et forcément, lorsqu'un pays reste aussi longtemps avec le même président, la question de l'après devient progressivement une sorte de sujet tabou, mais que tout le monde regarde du coin de l'œil. Officiellement, on parle de politique, de développement, de projet, de nomination. Mais dès qu'un président s'absente un peu longtemps, certains commencent déjà à regarder les mouvements autour du palais avec une attention digne d'un détective. Un ministre change de bureau, ah, intéressant. Deux responsables se rencontrent, ça doit être la succession. Un haut fonctionnaire voyage, il prépare quelque chose. Et quelqu'un qui ne sait absolument rien arrive avec son téléphone. Mes sources sont formelles. Voilà comment commence souvent le grand championnat camerounais de la spéculation politique. Mais derrière cette satire, il existe une véritable question institutionnelle. La succession présidentielle ne concerne pas seulement le nom de la personne qui pourrait occuper le fauteuil présidentiel. Elle concerne surtout la manière dont le pouvoir passe d'une équipe à une autre sans provoquer une crise institutionnelle ou politique. Le Cameroun dispose d'un cadre constitutionnel qui prévoit des mécanismes en cas de vacance de la présidence. Sur le papier, donc, les règles existent. Mais certains observateurs soulignent une difficulté. Un texte, aussi important soit-il, ne peut fonctionner correctement que si les acteurs politiques acceptent de le respecter. Autrement dit, la Constitution peut montrer le chemin. Mais encore faut-il que tout le monde accepte de marcher dans la même direction. À l'inverse, d'autres analystes rappellent qu'il serait injuste de minimiser l'existence de ce cadre juridique. Le fait que des procédures soient prévues constitue déjà un élément de stabilité. Cela signifie qu'en théorie, une éventuelle vacance du pouvoir ne devrait pas être laissée au hasard. Et c'est une différence importante. Parce qu'un État ne devrait jamais découvrir les règles de succession le jour où la succession arrive. Les règles doivent être connues avant. Les institutions doivent être préparées avant. Et les acteurs doivent savoir ce que prévoit le droit avant que la situation ne devienne urgente. Mais la véritable inquiétude est ailleurs. Elle concerne la confiance. Lorsqu'une population ne sait pas clairement comment une transition pourrait se dérouler dans la pratique, chaque événement politique devient facilement sujet à interprétation. Une nomination devient un signal. Un limogeage devient un message. Une absence devient une énigme. Une rencontre devient une négociation secrète. Et parfois, une simple photo prise dans un couloir devient le début d'une théorie politique de 45 minutes sur YouTube. C'est précisément pourquoi la question de la succession doit être abordée avec sérieux et prudence. Il ne faut pas transformer chaque événement en preuve d'un scénario déjà écrit. Parce que personne, à ce stade, ne peut affirmer avec certitude quel sera le prochain chapitre de la vie politique camerounaise. Ce que l'on peut analyser, en revanche, ce sont les institutions, les mécanismes constitutionnels et les différents scénarios possibles. Et surtout, il faut éviter une erreur classique, confondre succession politique et succession annoncée. Parler de l'après-Biya ne signifie pas que le départ du président est imminent. Cela signifie simplement qu'un jour, comme dans toute république, une transition devra nécessairement avoir lieu. La vraie question est donc de savoir si cette transition pourra être organisée dans un climat de stabilité, de transparence et de respect des institutions. Car une succession ne concerne pas seulement le palais des tout-dits. Elle concerne tout le pays. Elle concerne les partis politiques, l'administration, les forces de défense et de sécurité, les institutions constitutionnelles, la société civile, les milieux économiques et surtout les citoyens. Une transition réussie ne devrait pas être une affaire de clans qui se disputent le fauteuil. Elle devrait être avant tout un processus institutionnel permettant au pays de continuer à fonctionner normalement. Parce que le Cameroun ne peut pas se permettre de transformer chaque changement au sommet en épisode de série télévisée.
On a déjà assez de saisons comme ça. Et c'est précisément pour cette raison que le débat sur la succession mérite mieux que les rumeurs de couloir. Il mérite des discussions sérieuses sur les institutions, sur le droit et sur la capacité du pays à garantir une transition pacifique. Alors, la Constitution suffira-t-elle? C'est là que le débat reste ouvert. Certains diront, les règles existent, donc il faut simplement les appliquer. D'autres répondront, les règles existent, mais leur efficacité dépendra du comportement des acteurs politiques. Les deux arguments méritent d'être entendus. Parce qu'une constitution est indispensable, mais elle ne fonctionne pas toute seule. Il faut des institutions capables de la faire respecter. Il faut des acteurs qui acceptent les limites du pouvoir. Et surtout, il faut éviter qu'une période de transition devienne un concours de rapport de force. Car au fond, la véritable question n'est pas seulement « Qui va succéder à Paul Biya ?» La question essentielle est plutôt « Comment cette succession se déroulera-t-elle ?» Et c'est probablement là que se jouera une grande partie de la stabilité future du Cameroun. Parce qu'une transition réussie, ce n'est pas simplement quelqu'un qui s'assoit dans le fauteuil présidentiel. C'est un pays qui continue de fonctionner normalement pendant que le fauteuil change d'occupant. Et ça, mes chers amis, ce serait déjà une sacrée bonne nouvelle pour tout le monde. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a une expression que la politique camerounaise maîtrise presque à la perfection. On verra le moment venu. Une petite phrase magique. Elle permet de ne confirmer ni d'infirmer, de ne promettre ni de refuser. Et surtout, elle permet de répondre à une question compliquée sans véritablement y répondre. Vous demandez, qui sera nommé? Réponse, on verra le moment venu. Vous demandez, quand? Même réponse. Vous demandez, mais qui décide? Encore, on verra le moment venu. À ce rythme, le moment venu pourrait presque devenir un ministère à lui tout seul. Mais lorsqu'on parle de succession présidentielle, cette formule devient beaucoup plus sérieuse. Prenons justement la question du vice-président. La création d'un tel poste peut être présentée comme un mécanisme permettant de renforcer la continuité institutionnelle et de mieux encadrer une éventuelle transition. Sur le papier, l'idée peut donc sembler rassurante. Mais lorsqu'un poste aussi stratégique reste vacant, forcément, les questions commencent. C'est un peu comme installer une magnifique chaise au premier rang d'une cérémonie, inscrire « réservé » dessus, puis attendre que tout le monde devine qui doit venir s'asseoir. Personne ne touche à la chaise. Tout le monde la regarde. Et si quelqu'un ose demander « Mais cette chaise est réservée à qui ?» On lui répond « Attendons le moment venu ». Voilà toute la subtilité du système. Les fondations peuvent être visibles alors que le plan final reste encore difficile à lire. On crée un mécanisme. On prévoit une institution. On définit des règles. Mais la question de savoir comment tout cela fonctionnerait concrètement dans une situation réelle reste naturellement au centre des interrogations. Et c'est précisément dans cet espace que les spéculations apparaissent. Un responsable politique fait un déplacement, quelqu'un y voit un signal. Une nomination intervient, quelqu'un y voit une stratégie. Deux personnalités sont photographiées ensemble. Immédiatement, certains commencent déjà à composer le prochain gouvernement. Et puis arrive le fameux message. Mes sources sont formelles. Quand vous voyez cette phrase sur WhatsApp, prenez une chaise, mais surtout ne prenez pas encore l'information pour une vérité. Parce qu'entre une information vérifiée et une interprétation politique, il existe une différence énorme. Le véritable enjeu, les textes ou les rapports de force. C'est là que le débat devient intéressant. Une constitution peut prévoir des mécanismes précis. Mais la question fondamentale est de savoir comment ces mécanismes seraient appliqués dans une situation politique réelle. Car une transition ne se déroule jamais uniquement sur du papier. Elle implique des institutions, des responsables politiques, des administrations, des partis, des acteurs économiques, et surtout, une volonté collective de respecter les règles. C'est pourquoi certains observateurs considèrent que le cadre constitutionnel est indispensable, mais qu'il doit être accompagné d'institutions suffisamment solides pour garantir son application. D'autres, au contraire, rappellent que l'existence même de règles précises constitue déjà une garantie importante. Et finalement, les deux perspectives peuvent coexister. Le texte est nécessaire, mais son application est tout aussi importante. Parce qu'une constitution peut être parfaitement rédigée. Mais si chacun commence à l'interpréter selon son intérêt du moment, alors nous avons un problème. Et au Cameroun, on connaît bien le principe. Le texte dit une chose, mais attendons de voir comment les grands vont l'interpréter.